Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode des Douceurs du Troll. Aujourd'hui un enregistrement un peu spécial vu que c'est celui que l'on a réalisé lors de Geekopolis. Le samedi, nous sommes avec Monsieur Tristan L'Homme et on parle d'univers, de jeux de société, jeux de rôle et de cartes. L'ensemble de ces enregistrements réalisés à Geekopolis sont en train d'être mis sur lesdoucersdutroll.fr. On a près de 10 heures de rush à monter, donc ça vient petit à petit. Pareil, Aurélien arrivera avec les vidéos d'ici quelques semaines. Voilà, je vous laisse directement avec l'enregistrement. Donc tu es à la fois un auteur, un traducteur et aussi un joueur. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes franchises préférées, tes univers ? Alors, le jeu qui m'a fait arriver au jeu de rôle, c'est l'Appel de Cthulhu. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas changé d'avis en 30 ans. Sinon, j'ai eu énormément de coups de cœur dans ma vie de rôliste. Dans ceux qui m'ont amené à bosser ensuite sur les jeux, il y a eu Fading Suns par exemple, sur lequel j'ai pas mal travaillé il y a une dizaine d'années et qui vient de ressortir en version française. Sinon, faire la liste de tout ce que j'ai fait serait long et pas forcément très intéressant. Dans les jeux avec des univers riches et sur lesquels j'ai travaillé, il y a eu des choses comme Guild par exemple. Voilà. Je vois qu'il y a aussi travaillé du côté de Nephilim, de Guild, de GURPS. Oui, j'ai fait du GURPS, même si c'était plus des suppléments techniques que des suppléments d'univers. Et aussi, tu as été collaborateur à Casus Belli. Oui. Premier du nom. Aussi et surtout, premier du nom, deuxième du nom, troisième du nom un petit peu, et le dernier numéro, et quatrième du nom, ce qui fait de moi, je crois, avec Didier, le seul à avoir bossé sur les 4 versions. Mais... C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler de ton inspiration ? Parce que tu dis que tu as commencé avec l'Appel de Cthulhu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un livre qui est tombé du ciel et qui s'est posé devant ta table ? Non, j'ai trouvé un livre dans un magasin. En fait, j'ai commencé même plus lointainement avec les livres dont vous êtes le héros. Après quoi, je suis passé de là à Tunnel et Troll, qui connaissait une période en version française à l'époque. Et il faisait des modules type livre dont vous êtes le héros en arborescence, avec si vous allez à gauche, allez à tel paragraphe, etc. Et puis ça m'amusait sans me passionner. Et puis de là, pas tout à fait par hasard, je suis tombé sur l'Appel de Cthulhu. Comme j'étais déjà fan de Lovecraft, voilà, ça a été un coup de cœur total. Et ça m'a valu 2-3 ans plus tard de publier un scénario dans Casus, et puis un autre, et puis un autre, et puis les années ont passé, mais je suis encore là. Un petit peu poussiéreux, mais toujours là. Ok. Qu'est-ce qui te plaît réellement dans le jeu de rôle ? C'est le côté narratif, la recherche d'univers, d'informations, d'intrigues ? Ce qui m'amuse, moi, c'est de raconter des histoires et d'écrire des histoires. J'apprécie les mécaniques, les mécanismes, j'apprécie les univers. Mon truc de base, c'est la narration et les scénarios. Donc un très très grand narrateur. Et donc pour finir un petit peu sur ton CV, est-ce qu'on peut dire que tu as travaillé aussi un petit peu dans le jeu vidéo ces dernières années ? Oui, je viens de passer 8 ans chez Blizzard à faire la traduction et à gérer les équipes de traducteurs des jeux Blizzard, donc World of Warcraft, Starcraft et un petit peu Diablo. Ça m'a suffisamment pris pour m'éloigner du jeu de rôle pendant quelques années. Là, j'y reviens, donc c'est assez sympa de retrouver un truc qu'on a laissé il y a presque 10 ans et qui n'a pas tellement bougé en fait pendant cette période. Okay. Bon, donc
revenir au sujet, maintenant qu'on a longuement parlé de toi, tu parles de narration et d'histoire. L'univers d'un jeu, globalement, c'est forcément une histoire qui se transfère à travers le jeu. Donc on va commencer en fait à en parler par un aspect d'emprunter, c'est-à-dire les univers empruntés, les univers qui ne sont pas créés de toutes pièces pour le jeu, mais qui sont pris comme exemple. Donc on va tout simplement commencer par l'histoire. Alors l'histoire avec un grand H, celle qui a vraiment existé, qui est un pilier des univers utilisés, aussi bien dans les jeux de société que les jeux de rôle. Voilà. Et cet univers extrêmement vaste et extrêmement ancré dans les gens a la particularité d'être présent déjà dans les esprits des gens, au niveau de la culture et de l'enseignement et puis la connaissance personnelle. Alors, c'est à la fois le meilleur moyen d'initier des gens, de les brancher sur un univers historique qui leur parle. Dire à quelqu'un Moyen-Âge, chevalier, etc., ça crée immédiatement des images mentales. C'est piégeant en sens inverse parce qu'il faut ensuite que les images mentales que les gens se forment coïncident avec celles que l'auteur du jeu ou le meneur de jeu ou le scénariste a. Et ce qu'il essaye de développer, l'ambiance qu'il essaye de développer. Et l'autre danger de ces univers-là, c'est l'historicité. Jusqu'à quel point? C'est l'effet Alexandre Dumas, on peut violer l'histoire pour lui faire de beaux enfants, mais où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on trace la limite, sachant qu'on trouve toujours plus historien que soi et qu'on peut tout à fait se retrouver autour d'une table avec quelqu'un qui contestera que telle figure historique a connu telle figure historique. Et ça peut faire dérailler une partie ou un scénario assez facilement. J'ai quelques exemples en tête qui me viennent. Alors, autant pour les grands empires tels que le Japon, Rome, Napoléon, on a à peu près une idée précise de ce qu'on parle. On va dire que le contexte est le même pour tout le monde. Autant lorsque vous parliez de périodes idéalisées, on peut prendre par exemple le Moyen-Âge, que ce soit le Moyen-Âge oriental ou occidental. C'est une période vaste, ça va signifier des choses, mais en gros ça va se limiter à chevalier, épée. Dans l'esprit de la plupart des gens, oui, quand on creuse un minimum, on peut se rendre compte qu'il y a une infinité de variations possibles. L'autre chose qui est importante avec les univers historiques, c'est l'assaisonnement. Parce que je ne connais pas de jeu qui soit purement historique. À part Tédéum pour un massacre, mais c'est un cas à part pour tout un tas de raisons, notamment le fait que c'est une création tout à fait exceptionnelle d'un auteur extrêmement brillant. Les guerres de religion, c'est classe. Mais sinon, la plupart des gens utilisent l'histoire comme toile de fond pour raconter autre chose. J'en sais rien, moi, le XIIe siècle, mais ce sera le XIIe siècle avec des vampires. L'ère victorienne, mais ce sera l'ère victorienne avec des dirigeables qui sont anachroniques de moins 50 ans et puis des super vilains de victoriens avec des chapeaux haute forme. Et c'est très bien. Il faut là aussi savoir ce qu'on met dans la marmite et savoir si ce sera au goût des gens à qui on va le proposer. Je connais aussi l'effet inverse. C'est très localisé au cas des wargames, donc des jeux de figurines historiques, où en fait on va reprendre une période précise, mais de manière très rigoureuse, et en fait on n'a pas besoin de l'assaisonnement. Ah oui. Parce que la partie est l'assaisonnement. Oui. Alors dans ce cas-là, on se retrouve avec des gens qui contestent que tel bataillon était bien à cet endroit-là et avait bien tel équipement et était donc bien modélisé comme il convient autour de la table. Ah, on déconne pas avec la couleur des bannières. Hein. Par exemple. Il y a eu des guerres pour moins que ça. Et là, on est vraiment. Je constate que ça n'a pas changé non plus en 10 ans, ça. La période Wargame est assez loin, mais ça n'a pas bougé, visiblement. Et là, on reste vraiment dans la reconstitution. Oui, voilà. C'est de la reconstitution. En fait, il y a un problème qui se pose, c'est que si l'histoire existe, elle est écrite, comment jouer dedans si on ne peut pas la modifier? Et c'est ça qui fait que le socle, on utilise, comme l'a dit Tristan, on utilise extrêmement beaucoup le socle de l'histoire et qu'on lui rajoute des choses autour
Mais en fait, si on stricto sensu, on s'attardait à l'histoire, à l'historique, on ferait juste que revivre des moments et pas les jouer. Alors, un tout petit bémol là-dessus, ça fait partie de mes chevaux de bataille, hein, donc je m'attarde un peu. Ouais. En fait, quand on regarde l'histoire de façon un petit peu détaillée, on se rend compte que tout est possible et le reste, et je ne vais pas dire tout est arrivé, mais des choses qui nous paraissent totalement improbables et incongrues se sont réellement produites. Donc, on a plus de latitude avec l'histoire qu'on ne s'en accorde en général. Là, vous me faites penser à Néphilim et l'histoire secrète. Alors ça, c'est encore autre chose. Moi, je pensais à la réalité d'événements qu'on peut exploiter, mais qui paraissent impossibles parce que pas crédibles historiquement. Mais effectivement, après, la couche de paranormal et de conspiration et de ce qu'on peut rajouter par derrière, ça, c'est la latitude de l'auteur et c'est très bien. Il y a une certaine déformation de la part des historiens de l'époque. En ayant plusieurs sources ou en revisitant le même événement, on peut avoir plusieurs versions. Non seulement on peut avoir plusieurs versions, mais quand on s'attarde à descendre de la... C'est le problème en fait de ce qu'on disait à l'instant sur le fait de violer l'histoire et de sortir du cadre. Quand on descend suffisamment près du sujet, on se rend compte que les événements qui se sont réellement produits, des petits événements, hein, je ne parle pas de grandes choses, de grands basculements, sont parfois très, très improbables. Je vais prendre un exemple tout à fait concret et qui n'a pas d'illustration immédiate en jeu de rôle, mais quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur la Révolution française. Sur un gars qui a fini pair de France à la Restauration, enfin un politicien donc du début du 19e siècle, où pendant la Révolution il a été incarcéré, il était sur le point d'être guillotiné, et sa notice biographique mentionne, il était donc officier de dragon, et sa notice biographique mentionne libéré par ses hommes. Donc ça veut dire que quelque part, à un moment, pendant la période révolutionnaire, il y a des mecs qui ont défoncé la porte d'une prison et qui ont sorti leur commandant parce que, voilà. Et ça, c'est typiquement un scénario de jeu de rôle. Faudra que je l'écrive un jour, d'ailleurs. C'est arrivé. C'est assez couillu de la part des PJ, je pense. Mais il n'y a pas besoin de se dire qu'en faisant ça, on viole l'histoire, puisque quelque chose de similaire est arrivé. Au niveau, je vais aussi parler un peu du jeu de société en fait. On a, pour moi, celui qui socle le mieux historiquement, c'est Res Republica Romana. Un gros jeu voilà, qui se dit dans l'idée de revivre des moments forts de la Rome antique. Forts parce que beaucoup de décisions politiques à ce moment-là. Et donc comment ça fonctionne ? C'est un livre où il y a toutes les différentes années. Et on revit un certain nombre d'années. Voilà. Et par contre, on va pouvoir améliorer ou alors transformer ce qui se passe, forcément. Le jeu de plateau est un excellent générateur de début d'Uchronie. Le problème de ce genre de jeu, c'est qu'il s'arrête au moment où ça devient amusant, en fait. Il génère l'événement, mais il ne génère pas ses conséquences. Pas forcément, en tout cas. Il donne les possibilités aux joueurs d'évoluer. Ça tombe bien, on parlera de l'adaptation des jeux de plateau en fin de podcast. On a donc abordé la partie historique. On va enchaîner sur la partie, et à côté les catapultes font beaucoup de bruit, sur la partie contes et légendes. Une autre socle des univers utilisés dans le jeu. Donc quand je parle de contes et légendes, je parle de toutes ces histoires qui sont transmises soit par la parole, soit par les contes, et qui ont amené tout un univers global, cohérent et présent, où on peut piquer des idées, ou alors simplement des mouvements qui, encore une fois, sont présents dans les esprits des joueurs, sans forcément leur inculquer beaucoup de choses en beaucoup d'écrits. Alors, de ce point de vue-là, je ne sais pas... je vais attendre que l'apocalypse se termine derrière. Je ne sais pas si nous travaillons...
Je ne sais pas si les gens sont vraiment... Je ne sais pas si les joueurs sont vraiment connectés aux contes et légendes ou s'ils le sont aux narrations, à ce qu'en ont fait une génération de conteurs ou de narrateurs avant eux. Je m'explique. Quand on regarde les contes et légendes français, il y a des tonnes d'histoires de fées, de diables, etc. Mais quand on en discute avec un rôliste, il a plus tendance à penser en termes d'elfes et de nains qu'en termes de pont du diable ou de roche aux fées. Et c'est très bien, c'est juste, il y a aussi une couche de matériaux qui n'est pas forcément très exploitée. Le seul jeu auquel je pense qui exploite d'une certaine manière le matériau légendaire français, par exemple, c'est Hurlement. Mais là, je parle d'un jeu que les moins de 20 ans ont peu de chances de connaître, et même les moins de 30 ans n'ont pas forcément pratiqué. Je pense que les moins de 30 ans vont plutôt citer Esteren dans le côté contes et légendes. Par exemple, je ne connais pas. Voilà. Et oui, donc tu parlais des ombres d'Esteren. Les ombres d'Esteren qui sont sur un stand pas très loin, utilisent des brides de légendes celtes ou autres pour faire un nouveau socle de jeu de rôle. En jeu de société, il y a forcément, comme tu l'as dit, quand on parle d'êtres mystiques qui sont présents dans la littérature de contes et légendes, on part sur un socle, encore une fois, que les gens connaissent et associent directement à une image. Est-ce que cet accès rapide est pour toi une bonne idée ? Est-ce que tu préfères qu'un joueur connaisse exactement comment tu vas traiter un personnage directement ou pas du tout ? Je pense que c'est un faux problème parce que prenons par exemple le mythe arthurien, on peut aussi bien faire Excalibur que Camelot. Et on va dire que c'est pas exactement la même approche. Les deux existent. Et bon, le meneur de jeu, à partir de Arthur, il peut faire sa sauce comme bon lui semble. Si ses joueurs lui en laissent placer une entre deux, c'est pas faux. Oui. On parlait beaucoup de la dimension épique, onirique des contes et légendes, mais je pense que, historiquement parlant, les contes et légendes ont aussi une dimension sociale. Ça inculque des sortes de règles de vie. Par exemple, le contexte qu'on peut retrouver le plus souvent en jeu de rôle, c'est tout ce qui est inconnu et dangereux. Est-ce qu'on peut penser et réutiliser ce genre de mécanisme dans un jeu de rôle ? Par exemple, le petit pousset, je parle vraiment du côté technique. Mais les jeux de rôle eux-mêmes sont, dans leur construction et leur dispositif, des outils de transmission de valeur. Le groupe d'aventuriers solitaires qui opère aux marges de la loi et qui fait fortune à la force du poignet, c'est un élément sociologique, hein. Tout comme des déclinaisons de jeux qui mettent l'accent sur le groupe plutôt que sur l'individu, ou le contraire, ou les jeux qui ont des mécanismes qui poussent les joueurs à se trahir entre eux, ou tous ces éléments-là sont des... ou au contraire les récompenses parce qu'ils coopèrent, hein, bien sûr. Tous ces éléments-là sont des moyens probablement inconscients d'inculquer des valeurs. Oui. On a fini avec les contes et légendes. Maintenant, on va revenir sur les adaptations. Alors ce gros bout, voilà, sur la fantasy et la science-fiction. Parce en fait, j'avais envie de faire un petit détour par ici, parce que lorsqu'on parle de contes et légendes, moi je pensais à une histoire qui est écrite par un contemporain de l'époque et qui va en fait être dans une réalité légèrement déformée. Par exemple, Arthur, on sait que ça a été un soldat romain, le contexte est posé, il y a juste 2-3 éléments de magie qui sont rajoutés. Et je pense que ça a donné lieu à ce genre de littérature où carrément tout est inventé, ou alors il n'y a plus vraiment de lien avec la réalité, ou alors il est encore très ténu. Alors, le mythe arthurien en fait a fait une étape... c'est construit au Moyen-Âge en fait, 600 ou 700 ans après la vie probable mais pas certaine d'un chef de guerre briton.
mais au départ c'est une construction littéraire. Et je trouve c'est une construction littéraire qui a continué à vivre très très longtemps après la mort de ses auteurs. Et ça, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose dont on n'a pas énormément d'exemples dans la littérature et dans la création. Le seul autre auquel je puisse penser dans un genre différent, mais il est beaucoup plus jeune et je pense pas qu'il soit encore là dans 700 ans, c'est le mythe de Cthulhu. Ouais. Donc là, tu as évoqué les mythes. Voilà, c'est encore, on parle de mythes et légendes. Et pour toi, qu'est-ce qui fait que Cthulhu va pas perdurer 16 ans? J'ai pas dit qu'il n'allait pas perdurer. Voilà. Il perdure depuis presque 100 ans, ce qui est déjà exceptionnel. Le Lovecraft et le mythe de Cthulhu sont des choses qui sont très désespérées. Le cosmos est indifférent, l'humanité n'a aucune importance et notre extinction, globalement, tout le monde s'en fout, sauf peut-être des gens qui la préparent, mais avec le même niveau d'urgence et d'intensité qu'on préparerait l'éradication d'un essaim de guêpe vaguement gênant, mais sans plus. Ça va assez bien avec notre époque. Je ne sais pas si ça sera encore valable au 22e ou au 23e siècle. J'espère que non, mais malheureusement, je ne serai pas là pour le voir. Ça ressemble un petit peu à la théologie des abusés, le fait qu'on recherche un être supérieur conscient, mais qui en fait s'en fout de notre gueule. Pardon, j'ai pas entendu. Je disais, ça ressemble un petit peu à la théologie des abusés. Tout le côté déifique des grands anciens, sauf qu'en fait, ils sont pas venus pour ce qu'on l'attendait. Ils sont pas les sauveurs. Il y a un petit côté ironique. Ouais. C'est ce que vous entendiez par de notre époque? En fait, on vit une époque qui est pas... Le jeu de rôle est une tentative de recréer du rêve dans un monde qui en manque. Au bout du bout, quand on regarde pourquoi on est là, c'est parce qu'on a envie de se faire plaisir en vivant des histoires, en rêvant, en s'évadant. Et bon, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Question suivante. On passe à la SF, oui, à la fantasy et à tous les romans, tous les univers qui ont été créés uniquement justement pour compléter ce besoin de se divertir. Alors, quand on parle de science-fiction et de SF, est-ce qu'on parle d'adaptation ou de création originale pour le jeu? Je pensais plus à de la création originale, mais si tu as envie de parler d'adaptation... Pas spécialement. Là, on est dans le domaine de la création littéraire, de la création de monde, et avec tout ce que ça comporte de facilité ou de danger selon le talent de la personne qui se lance. Et pour un Greg Stafford qui fait Gloranta, il y a des dizaines de personnes qui ont tenté de faire des choses qui n'ont pas fonctionné. En fait, c'est que tous ces types d'écrits ont des codes qui ont été plus ou moins écrits par les œuvres majeures. Et ce que tu veux dire, en fait, c'est que ces codes, s'ils sont trop utilisés, n'importent finalement pas grand-chose. Et pourquoi pas utiliser l'autre? Ce que j'essaye de dire, c'est que nous vivons sur l'héritage de Tolkien. Gloire à lui, personne ne contestera qu'il a presque à lui tout seul créé un genre littéraire nouveau qui est la fantasy. Mais le jeu de rôle procède de la littérature par cet héritage-là. Et du coup, on est un petit peu enfermé dans des logiques qui sont au niveau de la création de l'univers des tendances à faire des choses immenses, épiques, avec des forces du mal, un petit groupe de héros, des guerres dans le passé. Que ce soit en littérature ou en jeu de rôle ou en jeu vidéo, la tendance à recréer pour la 50e fois un univers tolkienien, à force, ça lasse. Est-ce qu'on peut juste faire une petite passe pour justement lister les poncifs tolkieniens?
Je pensais par exemple à l'existence de races sentientes non humaines, humanoïdes, mais qui se déclarent la guerre entre elles. Donc, nains, elfes, hobbits, Sauron ou équivalent, Nazgûl ou équivalent, prophétie ou équivalent, objet magique à reforger ou à détruire selon les cas. Les forces du mal sont toujours environ 1000 fois plus nombreuses que les héros et ça se termine généralement par une grande bataille désespérée ou alors que tout est sur le point d'être perdu, badaboum. Toutes ces sortes de choses. Et c'est très bien, hein, ça marche. Je veux dire, on peut pas enlever à Tolkien le mérite d'avoir mis le doigt justement sur une veine de quelque chose dont les gens ont envie. Aussi ce côté uni de toutes les races, elles se font la guerre entre elles, mais au sein d'un propre groupe ethnique, on est amis. Ouais. Oui. Bah pas toujours, hein. Tolkien a quand même écrit des tas de choses sur les guerres internes aux elfes dans le Silmarillion, mais bon, c'est moins mon domaine de compétence, donc on va doucement s'en éloigner avant que je ne dise de trop grosses bêtises. Un point important aussi sur la création d'univers à partir de zéro, quand c'est bien fait, ça marche. Quand ça marche, ça attire du public, que ce soit des joueurs, des lecteurs ou des spectateurs. Et quand ça attire du public, ça attire des gens qui pensent mieux connaître l'univers que l'auteur lui-même. On en a eu des exemples avec l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, par exemple, où une frange du public de fans du Seigneur des Anneaux a détesté, pour des raisons qui personnellement m'échappent ou me paraissent pas si importantes que ça. Mais je connais des gens qui protestent, qui ont protesté parce que Gimli avait une armure de plaque alors qu'il devait avoir une cotte de maille, ou parce qu'on voit tel personnage au lieu de tel autre à tel endroit. Ça... Et c'est valable, je prends l'exemple de Tolkien parce qu'il est d'application immédiate, mais c'est valable pour des univers qui ont été créés ex nihilo pour servir de support à un jeu et qui ont attiré au fil du temps leur culte, on va dire. Le problème qu'il y a eu avec l'adaptation de l'œuvre de Tolkien, je pense, c'est parce qu'on est sur deux médias différents et le livre offre une plus grande imagination du lecteur. En fait, Peter Jackson a fait des choix narratifs qui sont adaptés à son média, effectivement, et qui donc l'ont conduit à condenser des épisodes, à en simplifier certains, et qui, quand on lit ses interviews, quand on essaye de rentrer dans sa démarche, sont parfaitement logiques. C'est pas forcément ce qu'un autre aurait fait à sa place, hein. Il y a la place pour dans 20 ans faire une autre adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux, mais c'est ses choix et ils fonctionnent. Au niveau de ces gros pontes qui amènent forcément des adaptations. On a beaucoup parlé de fantasy là, et on va juste vite fait passer sur la science-fiction, et sans évoquer le cas Star Wars, c'est extrêmement compliqué de tourner autour. Donc c'est dans les jeux, aussi bien de rôle ou de société, le futurisme est extrêmement intéressant pour annouer des mécaniques de jeu. On voit dans les deux sociétés, se projeter dans l'avenir amène des nouvelles mécaniques de jeu forcément intéressantes. On aura accès à des déplacements temporels, des déplacements d'objets à travers l'espace directement, et ainsi pouvoir faire jouer le joueur de façon différente et pas le cantonner dans son univers qui lui serait proche avec ses règles physiques assez habituelles, on va dire. Alors, en fait, pour ce qui est du jeu, j'ai tendance à voir dans la science-fiction simplement un équivalent de la fantasy avec un habillage différent. C'est de la magie. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'être ta gueule c'est magique, c'est ta gueule c'est technologique. TGCT au lieu de TGCM. Mais à part ça, la différence est pas forcément flagrante. Et c'est aussi avec la science-fiction que peut se créer le plus gros mur de compréhension
entre l'émetteur et le récepteur. Je ne vais pas dire entre le meneur de jeu et les joueurs ou entre l'auteur et les lecteurs, mais c'est la forme qui exige la plus grosse connaissance du background et donc la meilleure diffusion d'informations du background. Si le meneur de jeu s'attend à ce que les joueurs réagissent en sachant que, je sais pas, la Russie a été dépeuplée par un nanovirus en 2040 et qui s'est pas donné la peine de l'expliquer avant, quelque chose va foirer dans son scénario. Même chose, quand on est auteur de science-fiction et qu'on veut faire passer quelque chose, on a intérêt à s'y prendre par touche dans l'évolution de sa narration plutôt que par gros paquet narratif, enfin par gros paquet de background qui interrompent le narratif justement. Et aussi quelque chose qui finalement distinguerait très peu, c'est la fantasy se rapproche d'univers déjà qui historiquement ont pu exister. Voilà. Alors que dans la science-fiction, on ne peut pas se reposer sur des choses du futur qui ne sont pas passées, qui n'ont pas existé pour le moment. L'intérêt de la science-fiction, c'est d'imaginer ce qui pourra arriver et de faire une exploitation en partant dans une direction X, Y ou Z de choses qui sont présentes en germe dans le présent. Ça fait longtemps que j'ai parlé de cyberpunk par exemple, mais si je relisais aujourd'hui Neuromancien, je pense que j'aurais l'impression que ça parle même plus d'aujourd'hui, ça parle d'hier et non plus de demain. Oui, c'est l'ancrage de la science-fiction dans son temps, oui, dans ses idées. C'est ça. On peut parler aussi de roman d'anticipation, c'est comme si c'était de la science-fiction à court terme. Alors, quelle différence est-ce que tu fais entre l'anticipation et la SF ? Juste une distance entre l'époque actuelle et l'époque narrée. Sinon, je les trouve assez proches. D'accord. Et l'anticipation, en général, il y a un petit message moral caché derrière. On peut aussi partir sur des genres de science-fiction qui sont de la science-fiction d'hier, comme le cyberpunk, par exemple. Le steampunk, désolé. Qui est la continuation d'un genre de SF qui a prospéré entre 1880 et 1920 et qui a toujours des lecteurs modernes. Parce que l'exercice est justement de dégager dans des univers steampunk des choses qui sont pertinentes sur le présent. On touche là à ce qu'on appelle des univers chroniques. Ah. Encore autre chose. Voilà, encore autre chose. C'est vraiment, encore une fois, on voit que tous les chemins d'accès aux différents univers se touchent tous. Oui, tout est lié. Voilà. Des formes entièrement pures, genre de l'héroïque fantasy tolkienienne chimique distillée en éprouvette, c'est pas très intéressant. De l'héroïque fantasy tolkienienne avec une touche d'autres choses. Alors je dis pas qu'il faut mettre des dirigeables chez Sauron, hein, oui. Ça aurait été plus rapide. Non, il faut pas. Donc c'est mal. Mais on peut raconter autre chose qu'une histoire à la Tolkien avec les outils de Tolkien, c'est ce que j'essaye de dire. Pour continuer dans les collisions violentes, c'est peut-être pas la peine d'essayer de faire du Jean-Paul Sartre, genre l'enfer c'est les autres avec des elfes. Quoique, ça mériterait peut-être qu'on s'y penche. Mais par contre, on peut tout à fait raconter autre chose. Alors là, me demandez pas quoi, il est encore un peu tôt, mais on peut sûrement raconter quelque chose de passionnant avec les outils et les éléments de Tolkien. Pour revenir, tiens, on a parlé de Néphilim tout à l'heure. C'était ça qui était amusant avec Néphilim. C'était prendre l'histoire, la déconstruire et lui faire raconter complètement autre chose qui n'avait pas forcément plus d'intérêt ou de signification, mais qui était plus pertinent en jeu. Ouais, le fait de reprendre des contextes déjà passés, histoire d'ancrer correctement le récit.
Juste un tout petit mot. On est parti sur le mot uchronie un instant, mais on n'a pas développé. C'est un genre qui est atrocement difficile à faire. C'est sans doute le plus... Enfin, pour moi, c'est le plus compliqué parce que ça marie un versant historien et un versant auteur de SF, justement. Et c'est... si on se met trop près du point de divergence, on n'a pas le temps d'en profiter et d'exploiter la divergence à fond. Et si on se met trop loin, on se retrouve à gérer des effets de bord dans l'effet de bord quel impact est-ce qu'on a pu avoir sur la civilisation à 10 000 km de là, à partir d'un point de divergence qu'on pensait innocent, mais sur 500 ans, ça s'est propagé partout. Et on finit par avoir envie de se taper la tête contre les murs. Pour parler d'Uchronie dans un scénario de jeu de rôle type one-shot, je pense que vous en avez écrit. Je sais pas, ça a pu m'arriver. Okay. Une question pratique. En tant que meuge, à quel moment je vais définir la divergence ? Genre je dis on est dans l'Amérique des années 50, à quel moment je dis qu'il y a une catastrophe nucléaire Est-ce que je le dis dès le début dans le background ? Est-ce que j'amène les joueurs à s'en rendre compte ? Ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter. Si l'histoire est centrée sur cette catastrophe et que les joueurs sont dans un bunker en l'an 10 après la catastrophe, ça vaut peut-être le coup effectivement de rien leur dire et de leur faire redécouvrir la civilisation d'avant petit à petit. Si par contre c'est une donnée connue de tous et qu'il n'y a pas de raison que leurs personnages ne la connaissent pas parce qu'ils l'ont vue à la radio, à la télé et qu'ils ont grandi avec des douches de décontamination et des descentes régulières dans un bunker parce qu'il y avait des alertes, bah forcément ils la connaissent. Et de votre point de vue personnel, vous préférez quel type d'ichronie ? Celle qui est discrète, celle qui se voit bien ? Alors, celle qui est discrète n'a pas énormément d'intérêt. Imaginez un univers qui serait exactement pareil au nôtre, sauf que, je sais pas, c'est Brigitte Bardot qui serait morte et Marilyn Monroe en vie, par exemple. Ça modifie des choses au niveau des programmations de festivals de cinéma. Mais ça change pas fondamentalement l'univers. Donc, une uchronie doit être visible. Après, jusqu'à quel point elle impacte la totalité de la société et de la façon dont fonctionne l'univers, c'est autre chose. Là, je vais mentionner un jeu sur lequel j'ai travaillé en début des années 2000, c'est Rétrofutur, qu'on a pensé en partie comme un jeu de pure anticipation et de SF, mais qui se passait dans une version alternative des années 50. Et la partie sur laquelle on a le plus transpiré, c'était la partie uchronique. Où est la divergence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Et comment est-ce qu'on a pu se retrouver là où était l'univers en seulement X années, à peine à moins d'un siècle si je me souviens bien. Et d'un point de vue narratif, lorsque vous rédigez une uchronie, est-ce que vous spécifiez la divergence et ensuite vous laissez les événements se dérouler ? Ou alors est-ce que vous prenez l'état fini et vous vous dites qu'est-ce qui a pu causer ça ? Vraiment dans la construction du récit, pas dans l'élocution. J'ai pas une très grosse expérience en écriture d'uchronie. Je dirais que les deux approches marchent. Ça dépend comment vous fonctionnez. L'un des bons côtés de la créativité, c'est qu'il n'y a pas de vraie recette et que chacun met le truc à sa sauce, sépare du point de départ qu'il veut et débobine la pelote de fil dans le sens qu'il l'amuse. Donc les deux approches peuvent fonctionner. Personnellement, je privilégierais la première, mais c'est juste un choix personnel. Très bien. Oui. Donc Arnaud, on va revenir sur les adaptations pures et dures en fait. On avait dit qu'on allait l'aborder. Donc tu voulais parler de ces adaptations, c'est-à-dire ces univers qui existent totalement et dont le jeu prend entièrement parti et ne fait qu'ajouter des mécaniques de jeu. Ah, c'est marrant parce que mon premier exemple c'était exactement l'inverse. Voilà, oui. J'avais pensé à Game of Thrones qui a une mécanique de jeu, de cartes. Et en fait, je pense qu'un jour, il y a un mec qui s'est dit tiens, je vais faire parler mes cartes et je vais leur donner une psychologie, une allégeance et on va tourner ça en bataille de famille. Ah ouais, dans ce sens-là. Bah en fait, je sais pas très bien d'où arrive George Martin, l'auteur des romans, qui est quand même à la base de tout ça. Faut quand même pas l'oublier.
Au départ, c'est un auteur de SF et de fantasy, mais je connais mal son œuvre. Avant Game of Thrones, il y a quelques très bons bouquins de lui que je vous recommande, notamment Armageddon Rag, mais je ne suis pas un spécialiste de son œuvre. Parce que le type d'adaptation que tu m'as donné, c'est-à-dire l'histoire qui devient une mécanique de jeu, ça me fait penser à des adaptations un petit peu rapides, genre il y a un film qui sort, on va en faire un jeu vidéo. Oui, c'est de la licence là. Ouais, c'est de l'exploitation de licence. Ouais. C'est une approche tout aussi estimable et qui peut donner tout aussi bon résultat. Hein. La licence pure de déclinons un univers, alors en jeu vidéo ou en. C'est casse-gueule parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a un auteur qui est plus ou moins vigilant, plus ou moins présent, plus ou moins pointilleux sur ce que les gens font de son univers ensuite. Mais quand c'est bien fait, ça peut être très très chouette. Il y a un trio qui est assez commun, c'est film, JDR, livre. Ouais. En fait, parce que ces trois médias ont pour point commun d'avoir un énorme background ou un fluff. Bon, pas du côté du film, mais du côté du jeu de rôle ou du livre. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce genre d'univers ? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que tu peux développer un peu ? Un JDR qui devient un livre, qui devient un film, ou alors un livre qui devient un JDR, qui devient un film. En général, si c'est un livre qui a marché, il devient un film, et après les avocats exigent des sommes déraisonnables pour faire un jeu de rôle autour. Mais ou l'auteur veut pas, ça arrive aussi. Mais quelque chose qui était décliné dans les trois formes. J'en vois pas des kilos en fait. Je suis en train de chercher un exemple récent de film, jeu de rôle, de combo, film, jeu de rôle, bouquin. On trouve les deux assez facilement, mais le tiercé, dans l'ordre, je suis pas sûr. Le jeu de rôle est quand même assez dur à trouver. C'est Je pense uniquement aux grosses franchises. J'allais vous citer Star Wars, D&D. Oui, il y a eu des films D&D, c'est vrai, mais si on pouvait parler d'autre chose, ça serait bien. On reste à JDR et livre. Voilà. Pour prendre un exemple, avec quelqu'un qui est à Geekopolis aujourd'hui, les adaptations de Moorcock sont très réussies. Enfin, pour la plupart, que ce soit Stormbringer, Moonblade ou les premières déclinaisons d'Hawkmoon, celles que j'ai suivies d'assez près, ça fait des jeux très bons. Alors que pourtant, la base, c'est-à-dire par exemple les romans d'Hawkmoon, Moorcock s'est jamais caché du fait que c'était purement alimentaire et qu'il avait fait ça pour vite fait sur un coin de table pour combler des découvertes. Mais il avait, comme c'est un type extrêmement doué, réussi à créer un univers très intéressant comme ça, vite fait sur un coin de table. Ça s'appelle avoir du génie. Et après, les adaptations en jeu de rôle ont été très bien faites. Je sais pas jusqu'à quel point il s'est impliqué dedans ou il s'est intéressé à ce qui se passait, mais si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est assez ouvert et qui laisse assez facilement les gens faire joujou avec ses jouets. Donc c'est voilà, par exemple, ça c'est quelque chose c'est un exemple de combinaison qui a bien marché, qui a bien fonctionné. La mécanique de GURPS, je vais peut-être me tromper parce que je le connais pas très bien. C'est quoi ? C'est un système de jeu de rôle sur un univers ouvert ? Alors, GURPS, General Universal Role Playing System, avec le mot important étant système. La volonté de départ de GURPS était d'être un système universel. Après, il est venu se greffer là-dessus des adaptations d'univers qui sont pour certaines complètement ratées, pour d'autres remarquables, parce que sur quelque chose comme 25 ans de production, il y a eu des loupés, des réussis, mais pour ce que j'ai travaillé dessus, c'est-à-dire il y a quand même assez longtemps, c'était généralement plutôt bien fait. Et donc en s'aidant de votre expérience, est-ce qu'un MJ amateur pourrait, en réutilisant le système de GURPS, l'utiliser pour son livre favori ? Il y a des alternatives plus simples, mais oui, bien sûr, tout le monde peut faire
Tout le monde peut faire, que ce soit GURPS, le Basic Role Playing System ou les innombrables systèmes génériques et universels qui existent. Ça, c'est un débat qui est complètement en dehors de la discussion sur les univers, mais l'adéquation règle-univers et projet de narration dans un jeu de rôle, c'est un sujet qui mériterait une heure de conférence aussi un jour. Mais oui, on peut, avec un peu de temps et d'huile de coude, on peut plaquer GURPS sur n'importe quel système, ou le Basic Role Playing, ou voilà. On va terminer sur ces univers vastes par quelque chose qui a un peu fini et amène vraiment l'adaptation sur diverses plateformes. Et un terme assez récent qu'on utilise beaucoup de plus en plus, c'est les univers cross ou transmédia. Alors on va donner un exemple assez simple, c'est l'univers de Dofus Wakfu, qui s'est vu adapté de façon au même moment en jeu de société, jeu de cartes, jeu de figurines actuellement, jeux vidéo bien sûr, c'est la base, et série animée. Est-ce que cette nouvelle lubie d'adapter sur le plus de supports est vraiment utile dans l'idée? Est-ce que toi tu préfères vraiment un univers soit propre à une œuvre et adapté si besoin, ou alors que directement un univers et toutes les possibilités possibles y soient adaptés? L'essentiel, c'est que toutes les déclinaisons soient réussies et intéressantes. Soit bien fait, voilà. Après, chacun, plus il y a de portes d'entrée, mieux c'est. Si quelqu'un peut s'intéresser à un univers ou à partir d'un jeu de cartes à collectionner, puis découvrir qu'il y a autre chose. Là, je ne parle pas simplement en termes purement marketing, même si Dieu sait que ça doit participer à la démarche, ça fera rentrer des sous dans différents postes pour l'éditeur et les franchisés. Très bien, si ça permet, s'il y a quelque part quelqu'un qui est capable de décliner son univers et ses concepts sous 7, 8, 10 formes différentes, qui a suffisamment confiance pour laisser des gens faire cette déclinaison, c'est très bien. Au contraire, non, c'est autant de portes ouvertes, voilà, pour accéder à... Voilà. Après, il y en a que ça devient vicieux quand on est obligé de s'intéresser à toutes les directions pour comprendre ce qui se passe. Il y a eu des exemples dans le passé, au début de la vogue des jeux de cartes par exemple, de jeux qui ne se comprenaient plus, dont l'évolution de l'univers ne se comprenait plus que si on achetait les jeux de cartes. Comme je ne suis pas collectionneur de jeux de cartes, ça m'a un peu énervé à l'époque. Oui, c'est un grand exemple sur L5R. Par exemple. Voilà, où le jeu de cartes, l'histoire globale était modifiée par le résultat des guildes, ouais, et lors des gros tournois. Je m'en souviens, oui. Voilà. Oui. Et par exemple, j'ai un petit peu arrêté de suivre L5R vers cette époque-là. D'accord. En fait, toi par exemple, tu n'as pas aimé cette implication de la communauté un peu... Je suis pas très joueur de jeux de cartes à la base, et je suis collectionneur mais pas de cartes. Donc l'obligation de suivre ce qui se passait dans un domaine qui me passionne pas était de trop. Mais par ailleurs, ils auraient fait la même chose avec un autre support qui m'aurait intéressé. Très bien, j'aurais certainement signé. Je condamne pas la démarche dans le principe. C'est ce qui en a été fait qui m'a pas plu. En fait, tu condamnes l'implication que doit avoir le joueur pour réussir à suivre son histoire. Voilà, c'est-à-dire que la même chose avec des récapitulatifs réguliers sous une forme accessible, très bien. En jeu de figurines, Arnaud moi je pensais à War Machine en fait. Voilà. Donc c'est un jeu de figurines, de baston, etc. Et l'idée c'est que ça a été pensé comme un jeu de rôle à la base. On a dit chaque général d'armée va avoir une histoire, donc c'est ce qui se fait déjà chez les concurrents. Mais en plus, on va essayer de respecter une règle chronologique.
ce qui ne handicape pas du tout la jouabilité, parce que toutes les règles sont écrites sur la carte, donc à la limite on s'en fout de son background. Mais ce qui a permis en fait cette année de sortir un jeu de rôle éponyme. Je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas avoir d'avis dessus. La démarche est intéressante, c'est sûr. Et moi, ce qui était frappant, c'est quand ils ont sorti... ils ont voulu faire un jeu de rôle dès le départ, mais ils n'avaient pas les moyens. Du coup, lorsqu'ils sortaient le livre de règles, on va dire qu'il y en avait 200 pages, c'était sur les mécaniques de jeu, et 300 pages sur le fluff. Et moi, en tant que rôliste, j'adorais, même s'il n'y avait pas moyen d'y jouer. D'accord. Oui. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdu lors de l'exemple du jeu de cartes, lorsque vous disiez, pour jouer avec des cartes, il faut connaître le background. C'est dans ce cas précis, c'est dans le cas de L5R, c'était l'inverse. Le background évoluait au gré du jeu de cartes. Ah oui, Voilà. c'était une discussion qu'il y avait eu. En jeu de figurines, on aime bien égaliser les profils. En gros, vu que vous avez une armée à points, éviter que certains profils soient plus bourrins que d'autres. Et là, il y a eu un parti pris qui est de on s'en fout du fluff. Si machin dit que c'est un guerrier super fort et qu'on a besoin d'un modèle pas très cher et qui fasse le café, on va plier d'un côté le fluff pour qu'il reste cohérent, et de l'autre côté on va plier les règles pour qu'elles D'accord. pour que le jeu reste jouable. D'accord. On va juste demander, on arrive à la fin de cette table ronde, s'il y a des questions dans l'auditorium. Ok. Eh ben, oui. Alors en fait, Est-ce que tu peux répéter la question? oui, c'est une question plus ou moins technique, c'est est-ce que 1984 de George Orwell est soit anticipation, soit science-fiction? Je sais pas. Oui. Quand il a été écrit, c'était de toute façon pas tellement avec l'idée de fournir un support à un univers de jeu. Je dirais heureusement, parce que comme univers de jeu, on peut pas faire beaucoup pire. Mais je ne sais pas. Là, il faudrait demander à un écrivain plus qu'à un praticien du jeu que la différence exacte entre les deux. Ah. Test, c'est bon. Quand vous dites qu'il ne peut pas être adapté à un univers de jeu, vous dites juste par rapport à la richesse qui est développée par rapport à l'univers créé dans 1984 en fait, parce que d'un côté ça pourrait très bien être adapté dans un par rapport à un jeu vidéo d'infiltration, quelque chose comme ça. Alors, la richesse et l'intérêt de 1984, c'est un exercice sur le langage en grande partie. Orwell a travaillé sur la novlangue, et pour qu'un jeu dans l'univers de 1984 fonctionne, il faudrait reprogrammer le cerveau des joueurs pour qu'ils pensent en novlangue. C'est le cas d'un autre classique de la littérature anglaise d'après-guerre que j'aime beaucoup, qui est Orange Mécanique. On peut reprendre les tics et les structures de l'univers, mais pour aller dans la réalité de ce que vivent les gens de cet univers, il faudrait apprendre aux gens à penser autrement, dans une autre langue. Et c'est juste pas tellement réalisable dans la sphère ludique. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, quand on compare au Seigneur des Anneaux à Star Wars, l'univers est tout de suite... on comprend tout de suite les enjeux de l'univers, on comprend tout de suite les pensées des personnages, et après il suffit de se pencher pour comprendre les univers. Après, je comprends votre point de vue. C'est-à-dire que penser en elfique, c'est juste changer de langue. Penser en novlangue ou dans l'argot que Burgess a développé pour Orange Mécanique, c'est changer de perception de la réalité. C'est... les orques ont pris la tour de garde, ça se dit aussi bien en elfique qu'en français, et ça veut dire la même chose. La langue de 1984 est appauvrie, délibérément appauvrie, jusqu'à plus vouloir dire grand-chose, voire généralement le contraire de ce qu'elle exprime en plus. Donc
Il faudrait peut-être demander à des Japonais de développer quelque chose là-dessus. Mais, ça pourrait être un bon challenge, c'est vrai. Hein. Mais bon, je pense que ça fonctionnerait pas correctement avec des joueurs occidentaux. Ou sinon, effectivement, en jeu vidéo, développer un jeu de résistance ou d'infiltration ou quoi que ce soit, mais ça serait juste utiliser le décor sans la vraie richesse de l'œuvre. En jeu de rôle, vous me faites penser en fait à Patient 13. Donc c'est un jeu de scénario, un one shot où en fait on est dans un asile psychiatrique et on doit essayer de survivre en disant le moins possible, mais pas trop pour ne pas passer pour un fou ni pour quelqu'un qui essaye de fuir le système. Et en fait on retrouve un petit peu ce que vous disiez dans 1984, c'est que ce sont des gens intelligents qui parlent comme des idiots. Ouais, c'est intéressant ça, oui. La référence. C'est très dur à jouer. Voilà, c'est après, quand on commence à rentrer dans des trucs qui font appel vraiment à des gens qui réfléchissent plus comme le joueur, des personnages qui réfléchissent plus comme le joueur, on arrive à des... c'est souvent le cas dans des jeux médiévaux fantastiques ou même historiques avec des, entre guillemets, des malentendus culturels. Mais là, on est au-delà de ça. On est dans des modes de pensée. C'est un peu différent. Ok. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir. En tout cas, bonne chance au Moche pour ramasser les morceaux après ce genre de partie. Eh oui. On va clore cette table ronde maintenant. Tristan Lhomme, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Travail. Arnaud aussi, et moi Alexandre. Merci Alexandre. On remercie aussi le CNJ, le Centre National du Jeu, qui nous permet d'être actuellement là à Geekopolis, ce 25 et 26 mai 2013, dans la salle d'auditorium. On se retrouve dans une demi-heure pour une interview pour la fédération GN qui viendra. Merci beaucoup. Au revoir. À tout de suite.